Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous retrouvons pour la troisième partie de ce cours sur l'anatomie dentaire évolutive et comparée. Et aujourd'hui, ce sera l'étude de la morphologie dentaire des mammifères qui sera en deux étapes. Pour ce cours, ce sera des notions générales, donc la morphologie dentaire générale. Et ensuite, dans le quatrième cours, nous verrons la morphologie taxon par taxon. Donc nous reprendrons les choses à l'envers, nous sommes là dans les généralités avec des exemples, puis ensuite nous traiterons les différents taxons grâce au vocabulaire mis en place aujourd'hui. Un rappel, puisque nous avons vu cela dans d'autres cours, notamment dans le cours sur la biodiversité, l'espèce humaine au sein de la biodiversité et des primates, les mammifères, environ 4500 espèces actuelles identifiées, et ce qui est important à noter, c'est qu'il existe un ancêtre commun. C'est toute la base aujourd'hui de la taxonomie scientifique actuelle qui est issue notamment de la cladistique, c'est le fait qu'il n'y ait des groupes qui soient révélateurs uniquement d'un ancêtre commun. Et donc nous avons évoqué cette évolution par ailleurs, et ce qui est important ici à noter, c'est qu'il existe un ancêtre commun pour les mammifères, et on est là environ à 100 millions d'années, ce qui donne une idée du temps de spéciation depuis un ancêtre commun jusqu'à 4500 espèces différentes. Et puis nous avons vu que c'était issu d'un noyau de reptiles qu'on appelle les reptiles mammaliens, et nous sommes là à moins 220 millions d'années. Donc vous voyez qu'il y a 100 millions d'années entre les reptiles mammaliens, première forme, disons, de morphologie qui puisse faire évoquer celle d'un mammifère, et puis les mammifères proprement dits. Alors l'intérêt de l'étude des dents des mammifères, tout d'abord, c'est un excellent modèle pour l'étude de l'évolution et de la spéciation en biologie évolutive, puisque les dents sont des tissus extrêmement minéralisés et qui finalement sont ceux qui se conservent le mieux. Donc pour certains fossiles, nous n'avons que les dents grâce à l'émail qui est bien conservé, alors que le reste du squelette peut avoir disparu. Donc il y a là déjà le fait qu'il y a un témoignage ancien lié spécifiquement au tissu dentaire qui se conserve très bien. Puis d'autre part, ceci va être utilisé pour l'identification d'espèces fossiles. Nous avons vu ces règles de définition des espèces par ailleurs, donc avec les critères notamment de ressemblance qui s'appliquent ici en paléontologie. Et donc, à partir du moment où l'on considère aujourd'hui la diversité de morphologie dentaire dans les espèces, eh bien, à partir du moment où on trouve un fossile qui va avoir une morphologie différente, on établira une nouvelle espèce fossile. Donc c'est ici un thème de recherche qui est tout à fait majeur. Nous avons là simplement des présentations d'un vocabulaire extrêmement basique, même s'il est complexe, et il y a d'innombrables articles scientifiques depuis au moins 150 ans, et avec des pôles de recherche toujours extrêmement actifs sur le sujet. Donc, il suffit de taper sur un moteur de recherche, évolution dentaire, ou dans la base de données la plus connue, la plus importante, qui est PubMed. Et vous verrez la quantité de travaux en cours. Donc c'est quelque chose qui est toujours en train d'être d'actualité. Puis deuxièmement, l'intérêt de l'étude des mammifères pour leurs dents, c'est qu'il y a dans les mammifères, parmi les ordres, les primates, dont l'espèce humaine. Donc ce sera là également un marqueur très intéressant pour l'étude de l'évolution des hominidés et pour l'hominisation que nous avons étudié par ailleurs. Et puis nous reverrons cet ordre des primates dans le 5e cours de façon un peu plus spécifique. Ensuite, il y a aussi au sein des mammifères les espèces domestiques, ou beaucoup d'espèces domestiques, et éventuellement animaux de compagnie, le chien et le chat, le cheval, bœuf, mouton, porc, lapin. Et enfin, il y a ce qu'on appelle communément les espèces de laboratoire, le rat, souris, hamster, qui seront donc des modèles en biologie et dont il est important de connaître et comprendre les spécificités morphologiques et en particulier dentaires. Et bien sûr, ces espèces de laboratoire peuvent également parfois être des animaux de compagnie. Alors nous allons voir tout d'abord la morphologie générale des dents des mammifères avec des termes que nous avons étudiés dans le premier cours, mis en place, et que maintenant nous utilisons de façon plus spécifique. Alors pour la majorité des mammifères, et ceci de manière primitive à partir de l'ancêtre mammalien, nous allons trouver, et ces termes donc ont été définis dans le premier cours, une oligodontie, réduction du nombre de dents, plexodontie, donc un aspect complexe des cuspides, en particulier molaires, et c'est sur cette plexodontie que vont porter l'essentiel des travaux et des caractérisations, et cette plexodontie qui rend complexe eh bien, l'étude des dents des mammifères. Ensuite, técodontie, donc dans un alvéole,
hétérodontie, donc apparition de plusieurs catégories de dents, incisives, canines, prémolaires, molaires. Nous allons trouver une occlusion encastrante, dite aussi engrenante, donc tridimensionnelle. Le mode de remplacement est vertical. Il y a une diphyodontie, c'est-à-dire 2 générations dentaires, déciduales et adultes ou permanentes. Et quant au mode de croissance, il est variable. La croissance peut être limitée, brachyodontie, prolongée ou continue, avec l'hypsodontie, encore une fois, terme que nous avons défini dans le premier cours et que nous reverrons progressivement aussi. Alors, l'hétérodontie des mammifères, c'est une hétérodontie formelle. Je vous rappelle qu'il y avait aussi une hétérodontie dimensionnelle, que l'on trouve par exemple chez les crocodiliens. Ici, c'est bien une hétérodontie formelle avec 4 types de dents. Et ces 4 types de dents sont donc spécifiques des mammifères. À partir du moment où vous avez ces 4 types de dents sur un fossile, vous pouvez conclure qu'on est sur la lignée mammalienne, incisive, canine, prémolaires et molaires. Ces dents sont naturellement, comme dans l'espèce humaine, disposées en 4 hémiarcades, maxillaires et mandibulaires, et droite et gauche. Il existe donc une denture qu'on appelle sectorisée de par cette hétérodontie, avec 2 catégories de dents, les dents labiales donc en direction des lèvres, incisives et canines, les dents jugales en direction des joues, on peut aussi dire de la région buccale, ce sont les prémolaires et molaires. Lorsque l'on regarde ou qu'on imagine la formule dentaire mammalienne primitive, donc pour les dents permanentes, ceci étant un consensus à partir de l'étude de nombreux cas actuels et fossiles, eh bien cette formule dentaire est la même au niveau maxillaire et au niveau mandibulaire, et nous avons I3, C1, P4, M3, c'est-à-dire 3 incisives, une canine, 4 prémolaires, 3 molaires. Ce qui fait donc au total 11 fois 4, soit 44 dents. Malgré tout, c'est un consensus, mais selon certaines interprétations, il pourrait y avoir 12 dents par hémiarcade, voire 13, c'est-à-dire 48 dents au total, ou 52 dents au total d'un point de vue primitif. Alors, là aussi, quelques généralités, et finalement, l'espèce humaine va répondre très bien à ces généralités. Tout d'abord, eh bien, les incisives, ce sont des dents labiales, donc tournées vers les lèvres, elles sont tout à fait antérieures. Elles sont utilisées pour la préhension et la section, donc elles sont préhensiles et coupantes. Nous allons trouver une couronne simple et une racine unique. Et la morphologie va être extrêmement variable selon les taxons et les espèces. Elles peuvent être coniques, comme chez les insectivores ou les chiroptères, chauves-souris, aplaties en spatule, chez les ruminants, les simiens, c'est-à-dire les singes, les hominoïdes, donc dont l'espèce humaine et nous, et elles peuvent aussi avoir une croissance continue, comme par exemple chez les rongeurs. Encore une fois, nous regardons ici les généralités, nous reverrons taxon par taxon les particularités. Les incisives supérieures sont portées par l'os prémaxillaire. Cet os prémaxillaire existe chez quasiment tous les mammifères, mais disparaît chez les grands singes et dans l'espèce humaine. Et là, on pourrait passer du temps pour expliquer cet os prémaxillaire. Nous rentrons là dans l'évolution du crâne. Quelques particularités exceptionnelles que nous pouvons déjà mentionner. L'incisive postérieure, qui correspond aussi donc à ce qu'on appelle l'incisive latérale de l'éléphant, forme la défense. Et l'incisive supérieure gauche du narval est extrêmement allongée, comme une forme de pointe ou de lance antérieure. Nous reverrons cela bien sûr. Canine. Ce sont des dents labiales et il y en a une au maximum par hémiarcade, c'est-à-dire qu'il y a soit une canine, soit pas de canine, elle peut disparaître. La canine étant une disposition primitive. Ce sont des dents lacératrices et perforantes, ceci est extrêmement facilement compréhensible. La couronne est simple avec une racine unique, elles sont coniques de type haplodonte, donc elles ont un développement maximal chez les carnivores, c'est ce qu'on appelle l'écrou, et le développement est minimal, voire même une absence, chez les herbivores. Les canines sont les premières dents portées par l'os maxillaire, donc incisive os prémaxillaire, canine os maxillaire confère l'évolution du crâne. Parmi les particularités exceptionnelles, un volume démesuré à croissance continue que l'on trouve chez les suidés, par exemple Babirusa, et le chevrotin.
prémolaires. Ce sont des dents maintenant jugales, donc dirigées sur les côtés, du côté des joues, direction buccale. Bucca signifiant, je vous rappelle, joue, d'où le muscle buccinateur. Jugal est un autre terme. Racines qui sont maintenant doubles alors qu'elles étaient simples jusqu'à présent, et c'est une morphologie transitionnelle qui est finalement très variable. Donc nous sommes là en transition entre la canine et les molaires. Donc la première prémolaire, simésiale, est en général plus proche en morphologie de la canine, on dit caniniforme, alors que la dernière prémolaire va ressembler à une molaire et donc sera molariforme. Et il y a donc un gradient de la première à la dernière molaire, un gradient entre une morphologie caniniforme et molariforme. Ce ne sont pas des dents similaires. Les cuspides sont en général moins nombreuses et plus pointues que celles des molaires. La différence principale avec les molaires, c'est qu'il existe des prémolaires déciduales, c'est-à-dire qu'il y a des prémolaires de lait. Alors ceci est une source souvent de confusion et de discussion, puisque en clinique et de manière erronée, on parle de molaires chez l'enfant, mais en fait, ce qu'on appelle les molaires chez l'enfant sont bien des prémolaires de lait qui vont être remplacés par des prémolaires, alors que pour les molaires, il n'y a pas de germe primitif. Donc les molaires, ce sont également des dents jugales, les dernières, racines doubles ou multiples, avec une grande variabilité au sein même d'une même espèce. Et elles sont plexodontes, donc c'est là où on va trouver la plus grande richesse d'informations au point de vue de différence de morphologie dentaire entre les espèces. Et la différence majeure avec les prémolaires, c'est qu'il n'y a pas de molaires déciduales, pas de molaires de lait, et donc ce sont directement des molaires permanentes. Même si, encore une fois, d'un point de vue traditionnel, en clinique, on peut parler de molaires chez l'enfant, c'est une erreur de langage, et c'est bien pour ça, la première molaire dans l'espèce humaine qui apparaît à 6 ans, eh bien c'est tout de suite une molaire définitive, permanente, et donc c'est pour ça que c'est la molaire qui est le plus souvent touchée par des caries. L'acquisition de l'hygiène bucco-dentaire n'est pas obligatoirement adaptée encore à 6 ans, et donc lorsqu'il y a une carie, eh bien c'est définitif, contrairement à d'autres dents qui seront remplacées, incisives, canines ou prémolaires. Ce sont directement donc les molaires permanentes. Les molaires donc des mammifères sont plexodontes, c'est ici donc un rappel de définition, en grec plectos qui signifie tressé, entrelacé, tordu, d'où le terme de plexus en anatomie, plexus brachial, plexus lombosacral, c'est-à-dire un endroit où il y a un entrelacement de fibres nerveuses, mais ici le terme est appliqué à la morphologie dentaire. Ceci caractérise les mammifères, donc lorsque l'on trouve d'un point de vue fossile une dent plexodonte, même unique, eh bien on peut désigner cela comme appartenant à une espèce de la lignée mammalienne, soit un ancêtre mammalien, soit un mammifère proprement dit. C'est-à-dire que ce sont des dents qui sont composées, on dit aussi dents à tubercules multiples ou dents multicuspidées. Il y a une infinité de morphologies selon les ordres, taxons, espèces. Il y a 4500 espèces actuelles et au moins autant de fossiles. Et donc, comme il y a cette grande diversité avec une spécificité par espèce, ceci va permettre la diagnose des espèces actuelles et fossiles. Donc les gens sont souvent surpris que sur une dent, on puisse finalement définir une espèce. Donc nous sommes bien là sur des molaires, mais c'est une règle qui globalement s'applique. Il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des difficultés d'interprétation, notamment par l'usure, par l'abrasion dentaire, mais c'est quelque chose là d'extrêmement important et intéressant. Pour la morphologie évolutive des dentaires mammaliennes, il y a eu une théorie qui a été ensuite modifiée, c'est la théorie de la trituberculie, qu'on appelle aussi le trituberculisme. La trituberculie proprement dit, c'est ce qu'on appelle parfois le trituberculisme ancien. Ceci a été élaboré à la fin du XIXe siècle par deux scientifiques américains, Cope et Osborne. Et aujourd'hui encore, on parle de la nomenclature des cuspides de Cope-Osborne. Alors Cope est un Américain qui était un biologiste, paléontologiste, zoologiste, anatomiste, donc il avait une très vaste culture, et Osborne était un de ses élèves. Il a
publié plusieurs travaux, mais notamment il a aussi publié les cours et les notions de son maître Cope. Donc c'est là un ensemble d'une école d'études de l'évolution dentaire. Et puis, il a ce qu'on appelle le néotrituberculisme, donc c'est très proche, et ceci a été fondé ou affiné par Grégory à partir de 1910, et Grégory, également américain, était aussi élève au même endroit et a eu les mêmes maîtres, était élève de Osborne. Donc il y a une filiation Cope, Osborne, Grégory qui est là, qui donne la cohérence à l'ensemble. Et notamment, nous trouvons le travail qui a été édité par Grégory de son maître Osborne, Evolution of Mammalian Molar Teeth. Et ce trituberculisme, ce néotrituberculisme est actuellement admis par la majorité des scientifiques et des spécialistes. Donc c'est là quelque chose qui est fondamental, et donc c'est cela que nous allons maintenant étudier. Il y a un vocabulaire spécifique, et grâce à ce vocabulaire, on peut ensuite étudier les différentes espèces et comprendre ce qui se passe jusqu'à l'espèce humaine. Alors nous allons voir qu'il y a 4 stades évolutifs, et là encore, ce sont vraiment les notions les plus basiques, le vocabulaire élémentaire pour pouvoir se repérer et comprendre les différentes publications sur le sujet, parce que c'est en fait encore plus complexe avec beaucoup de subtilité. Nous allons trouver le type primitif reptilien, on parle aussi de type ou de stade reptiliomorphe. Le type triconodonte, c'est la triconodontie. Le type trigonodonte, donc triconodonte, trigonodonte, c'est la trigonodontie. Et le type tribosphénique, enfin, qui est le plus élaboré, on parle de tribosphénie. Donc type, c'est quand on parle de type quand on est vraiment dans la description pure. Stade, c'est effectivement quand on rentre dans quelque chose de dynamique au cours du temps. Alors, tout d'abord, les molaires de type primitif reptilien, donc stade reptiliomorphe. Nous allons trouver une cuspide unique, c'est-à-dire que nous sommes là dans un type haplodonte, c'est l'aplodontie. Termes donc généraux que nous avons vus dans le premier cours. Pour les molaires supérieurs, cette cuspide unique va porter le suffixe cône. Et en l'occurrence, comme il y a une cuspide unique, c'est ce qu'on appelle le protocône, proto-primitif. Protocône. Pour les molaires inférieurs, le suffixe va être conide, et ce sera le protoconide. Donc un accent circonflexe sur protocône, pas sur protoconide. En anglais, il n'y a pas de problème d'accent circonflexe. Donc protocône, protoconide, c'est cette cuspide unique du stade reptilien. Voilà, donc avec ici au niveau maxillaire et au niveau mandibulaire, donc un aspect simple, conique, avec les différentes variations possibles, une seule cuspide. Au niveau maxillaire supérieur, le protocône. Au niveau inférieur mandibulaire, protoconide, c'est le nom de la cuspide. Ensuite, eh bien, nous allons avoir les molaires de type triconodonte ou triconodontie. C'est donc un stade un tout petit peu plus complexe, puisque nous allons trouver à présent 3 cuspides alignées. Et dans la théorie du trituberculisme, on considère qu'on arrive à ce stade par la fusion de 3 dents simples, de 3 dents haplodontes. Donc en fait, nous avons toujours à l'origine des dents haplodontes, mais qui viennent fusionner pour former des dents plexodontes. Alors, pour les molaires supérieurs, ou pour une molaire supérieure, le suffixe sera toujours cône. Pour une molaire inférieure, le suffixe sera conide. Il y a 3 cuspides. Au centre, donc la cuspide centrale, intermédiaire, est toujours donc protocône ou protoconide. Et en avant, ou en tout cas dans le sens mésial, nous aurons le paracône, et dans le sens distal, le métacône. Donc paracône, mésial, protocône, métacône distal. Au niveau inférieur, suffixe conide, paraconide, protoconide, métaconide, c'est donc le même préfixe para, proto, méta, para, proto, méta. En abréviation que l'on trouve souvent sur des figures ou dans des textes répétitifs, donc c'est PA, PR, ME, et puis on met un petit d, soit en exposant, soit en plus petit, lorsqu'on est au niveau inférieur mandibulaire.
Voici ce que cela donne sur une molaire supérieure. Donc nous avons bien 3 cuspides qui sont alignés, le sens mésial, le sens distal, avec donc paracône, protocône, métacône. Bien sûr, c'est ici la disposition élémentaire qui permet de placer ce vocabulaire, mais nous allons trouver par rapport à cela toute une série de dérivés et de variantes. Pour la molaire inférieure, nous retrouvons ici ces 3 molaires, ces 3 cuspides alignés, qui vont être, ici en vue donc occlusale, en vue supérieure, qui vont être paraconides, protoconides, métaconides. Stade suivant, donc, qui est maintenant le 3e, c'est chapitre 4, mais c'est le 3e type, molaire de type trigonodonte. Donc attention, triconodonte, tricône, 3 cônes, trigonodonte, on va former un triangle. Un trigone, c'est un triangle. C'est la trigonodontie. Donc, 3 cuspides qui étaient alignés, tricône, 3 cônes, triconodontie. 3 cuspides qui sont décalés formant un triangle, c'est la trigonodontie. Ce triangle sera appelé trigone pour une molaire supérieure, trigonide pour une molaire inférieure. Nous retrouvons ces suffixes on, onide. Donc, molaire supérieure, nous allons retrouver les mêmes noms pour les 3 cuspides, paracône, protocône, métacône. Simplement, le protocône va maintenant être décalé, en l'occurrence décalé en direction palatinale, vers le palais en dedans. Pour la molaire inférieure, nous retrouvons les 3 cônes, donc les 3 cuspides décalés, et ces 3 cuspides sont donc paraconides, protoconides, métaconides. Mais ici, le protoconide va être décalé en direction buccale, buccale la joue, c'est-à-dire en direction vestibulaire. Et nous voyons donc que le décalage se fait en haut vers le dedans et en bas vers le dehors. Ceci, bien entendu, doit être en sens inversé, puisqu'il faut qu'il y ait un encastrement pour l'occlusion, donc entre molaire supérieure et molaire inférieure. Alors, pour une molaire supérieure, voilà ce qui se passe. Nous avons ici toujours le côté mésial, distal. Donc en mésial, on a bien paracône, protocône, métacône, mais le protocône est ici décalé en direction palatinale, donc dans le sens palatinal, d'où ici la formation de ce triangle qui est le trigone, on va le redire. Ici, sur une vue palatinale, donc en vue interne, on pourrait dire, voici le protocône, paracône en avant, métacône en arrière. Pour la molaire inférieure, eh bien, la cuspide centrale va ici être décalée maintenant du côté buccal, c'est-à-dire du côté de la joue, du côté vestibulaire. Nous avons toujours dans le sens mésiodistal para, proto, méta, paraconide, protoconide, métaconide, venant former ici un triangle qui sera le trigonide, comme on va le redire. En vue linguale, c'est-à-dire ici aussi en vue interne, eh bien, nous voyons l'inverse de ce qui était en haut. Nous voyons donc ici paraconide, protoconide, métaconide, avec un protoconide qui va être ici déplacé du côté vestibulaire. Et donc, on aura bien ici un vide entre paraconide et métaconide du côté lingual, et dans lequel pourra venir s'encastrer le protocône supérieur. Voilà donc ce résumé de la trigonodontie, molaire supérieure, molaire inférieure, 3 cuspides avec ce décalage inversé palatinal ou lingual et vestibulaire. Et on voit bien ici donc qu'il y aura dans l'occlusion l'encastrement, 2 cuspides autour d'une centrale et ici une autre cuspide qui vient entre les deux autres. Et nous arrivons maintenant au dernier stade qui est le plus complexe et qui va donc nous retenir plus longtemps et à partir duquel est considéré dériver l'ensemble des morphologies dentaires des mammifères actuels. Donc nous sommes là dans la molaire tribosphénique. Au point de vue étymologie en grec, tribain c'est frotter, avec donc comme préfixe tribo. La tribologie, c'est la science des frottements. La triboluminescence, c'est le fait que par des frottements, vous puissiez avoir une émission, on va dire lumineuse. C'est le cas, par exemple,
quand vous enlevez certains pulls en matière synthétique dans le noir, vous pouvez avoir une émission de lumière. Donc un certain nombre de matières plastiques ou synthétiques, lorsqu'elles sont frottées, émettent de la lumière. Et sphénée, c'est le coin. Donc ce sont des molaires avec un coin qui vient frotter. Ce terme a été introduit par Simpson en 1936. Et c'est une étude extrêmement connue qui avait paru dans une revue qui s'appelle Dental Cosmos. Donc, étude, Studies of the Earliest Mammalian Dentition, c'est-à-dire études sur les dentitions des mammifères primitifs ou des premiers mammifères. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce stade, est considéré comme étant à la base de la quasi-totalité des lignées mammaliennes. Nous allons trouver une couronne avec 3 cuspides, mais en plus de cette couronne à 3 cuspides, nous trouvons un cingulum pour les molaires supérieurs, cingulide pour les molaires inférieurs, nous le reverrons, qui forme donc une sorte de bourrelet qui se développe sous le niveau de la couronne et qui pourra donner des cuspides supplémentaires. Et nous allons trouver du coup une structure additionnelle qu'on va appeler le talon ou talonide. Donc, ce qui est encore une fois extrêmement intéressant, et nous aurons l'occasion d'en redire des mots avec l'étude des différents taxons, c'est que la totalité des mammifères actuels sont considérés comme ayant des ancêtres possédant des molaires tribosphéniques. On est là à la période du Crétacé, à l'exception des monotrèmes. Les monotrèmes qui sont donc des mammifères extrêmement primitifs, c'est autrefois ce qu'on appelait les prototériens, les métatériens étant les marsupiaux et les eutériens étant l'ensemble des mammifères, terme qu'on a un petit peu abandonné. Mais les monotrèmes, c'est un ordre extrêmement réduit, on pourrait dire presque fossile, qui témoigne de ces phases intermédiaires, et il n'y a que 2 genres, c'est ornithorynque et échidné. Donc, mammifères très particuliers puisqu'ils ont un bec, ils n'ont pas de dents au stade adulte, et au point de vue, ils n'ont pas de mamelles au sens propre, c'est un écoulement lacté qui se fait par des glandes qui sont isolées au niveau de la peau. Ces molaires vont présenter de très nombreuses spécialisations chez les mammifères, spécialisations dérivées à partir du type primitif. Et également, eh bien, pour la totalité des primates, nous avons un ancêtre qui possédait des molaires tribosphéniques, donc y compris l'espèce humaine, et nous avons une morphologie molaire qui est dérivée de ce type tribosphénique. Alors, nous allons procéder avec méthode puisque c'est relativement complexe. Nous allons tout d'abord voir la molaire supérieure tribosphénique qui est plus simple que la molaire inférieure. Je dis la molaire au sens, nous sommes là dans une description générale d'une molaire. Ensuite, il y en a un nombre variable. Nous allons trouver 2 parties. Nous allons trouver le trigone qui correspond à la disposition du stade trigonodonte, et le trigone c'est donc ce triangle qui est formé par le décalage des cuspides, et entre lesquels il y a une région qui est en dépression et qui forme un bassin, c'est ce qu'on appelle le bassin du trigone, donc entre les 3 cuspides. Et puis nous allons trouver une deuxième partie qu'on appelle le talon, et qui est une partie supplémentaire spécifique qui s'ajoute à la molaire trigonodonte. Donc pour une molaire supérieure, nous avons donc ici, on retrouve la notion de trigone avec ce que l'on a trouvé dans la trigonodontie, mais vient s'ajouter ici le talon dans le sens palatino-distal. Alors tout d'abord, les cuspides du trigone, eh bien là, ce sont les mêmes que nous avons évoqués dans le stade trigonodonte, c'est-à-dire paracône, protocône, métacône, mais il peut exister des cuspides accessoires ou des reliefs accessoires qui sont nommés notamment en fonction du préfixe de la cuspide la plus proche, donc para pour paracône. On trouve un relief qu'on peut appeler le parastyle et un autre paraconule. Le parastyle se réduit dans la majorité des cas, on peut quasiment l'oublier. Le paraconule est une fréquente cuspide intermédiaire qui est entre protocône et paracône. Puis, au niveau du métacône, on peut trouver également des cuspides intermédiaires, métastyle qui se réduit dans la majorité des cas, donc on peut quasiment l'oublier, et métaconule qui est une fréquente cuspide intermédiaire entre ici métacône et protocône.
Voici ici donc cette molaire supérieure avec maintenant les cuspides. Voilà les cuspides du trigone que nous connaissons par la trigonodontie. Paracône, protocône, métacône, protocône décalé du côté palatinal. À présent, cuspide du talon, eh bien, il y en a une seule au niveau supérieur, maxillaire, et c'est ce qu'on appelle hypocône, HY. C'est une apparition secondaire, et ceci est considéré comme étant issu du cingulum, cette espèce de bourrelet qui entoure la couronne, à la base de la couronne, et qui disparaît par endroits, et qui par d'autres endroits va donner une cuspide. C'est ici cet hypocône. Et ceci explique que cette cuspide et que le talon ne soit pas dans le même plan, mais soit décalé dans un plan qui est plus proche de la racine, dans un sens radiculaire, ceci parce que le cingulum est sous la couronne. Donc voici ici cette addition. Donc en vue occlusale, on pourrait avoir l'impression que c'est dans le même plan. Nous reverrons que c'est décalé dans un plan dirigé vers la racine. C'est ici le talon, c'est l'ensemble de ce relief, avec une cuspide qui est l'hypocône, et ceci est dérivé donc du cingulum qui était un bourrelet primitif qui aurait pu entourer l'ensemble. Seule cette partie ici subsiste. Donc au total, il y a 4 cuspides dans la molaire supérieure tribosphénique type: paracône, protocône, qui est décalé en direction palatinale, métacône et l'hypocône dans le sens disto-palatinal ou palatino-distal. Voilà donc ces 4 cuspides: paracône, protocône, métacône, hypocône. Et donc 2 régions spécifiques, le trigone et le talon. La molaire inférieure tribosphénique, eh bien, nous allons trouver la même chose, simplement avec des suffixes qui se termineront en ide. Nous allons trouver le trigonide, forme déprimée, donc qui forme le bassin du trigonide, qui correspond à la disposition du stade trigonodonte, et vient s'ajouter le talonide, avec une région donc déprimée entre les cuspides qu'on appelle bassin du talonide, et qui est une partie supplémentaire spécifique et qui va être plus complexe que pour la molaire supérieure. Donc pour la molaire inférieure, voilà ces 2 régions. Nous avons ici trigonide, qui est la partie primitive, et vient s'ajouter ici le talonide. Je le redis, on le reverra plus tard, ce n'est pas dans le même plan. Le talonide est dans un plan plus inférieur par rapport à la vue occlusale, donc en direction radiculaire. Ceci parce que ce sont des cuspides issus du cingulum, qui était ce bourrelet à la base de la couronne. Cuspide du trigonide, c'est facile, c'est le stade trigonodonte. Donc nous allons trouver paraconide, nous reverrons qu'il est absent chez la majorité des primates, sauf dans le genre Tertius. Protoconide, qui est décalé en sens buccal ou vestibulaire, et métaconide. Donc nous sommes là sur la disposition trigonodonte. Voici ici ces éléments. C'est donc bien ici le trigonide qui vient s'opposer au trigone supérieur, paraconide, protoconide, métaconide, et vient s'ajouter ici cette région supplémentaire, le talonide. Pour le talonide, il y a 3 cuspides qui sont l'hypoconide, antoconide et hypoconulide. On pourrait passer du temps sur l'explication de ces différents termes. Là, nous sommes vraiment dans des notions de base et simplement la dénomination de ces cuspides. L'hypoconide est dirigé ici en direction buccale ou vestibulaire, l'antoconide en direction linguale et l'hypoconulide est en situation distale. Voici ce que cela donne. Nous sommes ici donc sur le talonide. Encore une fois, ce n'est pas dans le même plan que le trigonide, c'est décalé vers le dessous, vers la base, vers la racine, avec hypoconide, antoconide et ici l'hypoconulide. L'ensemble vient former ici le talonide. Donc entre les cuspides, ici une région déprimée, le bassin du talonide, dans lequel vient s'encastrer la cuspide du talon de la molaire supérieure. Donc au total, pour la molaire inférieure tribosphénique type, il y a 6 cuspides, protoconide, paraconide, métaconide pour le trigonide, et hypoconide, antoconide et hypoconulide pour le talonide.
Voilà, ces 6 cuspides, paraconide, protoconide, métaconide, talonide, ici hypoconide, antoconide, hypoconulide. 6 cuspides. Et voici donc ces 2 régions, trigonide et talonide, qui, entre les 3 cuspides, ont une région déprimée, bassin du trigonide, bassin du talonide, dans lequel vient s'encastrer la cuspide supérieure correspondante. Voilà. Alors, une interprétation possible, et c'est là tout l'intérêt du trituberculisme aussi, c'est de tout dériver depuis des formes simples. Je vous ai dit que pour passer au stade triconodonte, on imaginait qu'il y avait 3 dents haplodontes qui avaient fusionné, et les éléments de biologie évolutive sont en faveur, maintenant qu'on peut manipuler un certain nombre de gènes, sont en faveur de cela. Et ensuite, il y avait un décalage de ces 3 cuspides, et à présent, on peut imaginer qu'on a 2 dents de type trigonodonte, donc avec 3 cuspides chacune, qui viennent fusionner pour avoir ici cette molaire inférieure. C'est une hypothèse qui est séduisante, même si, comme je vous l'ai dit, le talonide vient plutôt du cingulum que d'une dent spécifique. Mais en tout cas, ça permet de visualiser les choses assez simplement. Et donc voilà, en face occlusale, ces dents, donc la molaire supérieure, la molaire inférieure type, et vous voyez que les triangles sont opposés, ce qui fait qu'ici la cuspide palatinale vient venir s'encastrer ici dans la molaire inférieure, et qu'ici la cuspide du talon vient s'encastrer ici dans le bassin du talonide en bas. Occlusion encastrante. Notion de cingulum cingulite qu'on a déjà évoquée, de façon un tout petit peu plus détaillée maintenant. Donc cingulum, c'est le terme pour les molaires supérieures. Cingulide, on retrouve ce suffixe en ide, c'est le terme pour les molaires inférieures. C'est un relief en forme en quelque sorte de bourrelet qui entoure la couronne de la molaire tribosphénique. En latin, cingulum, ça veut dire la ceinture. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé pour la ceinture scapulaire ou la ceinture pelvienne. Ici, cette ceinture, on l'utilise pour une dent. On trouve aussi le terme au niveau du cerveau, le cingulum, donc au niveau de la partie liée à tout ce qui était au système olfactif, et ce gyrus du cingulum également. Donc un terme qu'on peut retrouver à différents endroits, ceinture, mais ici c'est une ceinture, un bourrelet qui entoure la base de la couronne. Eh bien, des portions de ce cingulum peuvent être présentes sur les molaires et à l'origine de cuspides accessoires, c'est ce que nous avons vu. Ces cuspides accessoires vont avoir comme suffixe style pour les molaires supérieures, stylide pour les molaires inférieures, d'après la cuspide la plus proche, donc par exemple parastyle, parastylide. Et voici donc un exemple de molaire, ce n'est plus une molaire tribosphénique pure, mais c'est là déjà une forme dérivée, mais nous trouvons dans cette forme dérivée ici la région du trigonide et ici la région du talonide. Donc nous sommes bien décalés. La région du trigonide est initiale et correspond vraiment à la couronne, alors que la région du talonide ici correspond au cingulum qui est inférieur. Aspect fonctionnel de la molaire tribosphénique, il y a une bivalence fonctionnelle de la couronne. Il y a une partie qui va être tranchante, qui s'engraine avec l'antagonite, c'est ce qu'on a vu en plaçant les différentes cuspides en occlusion, et il y a une partie broyeuse qui s'oppose à l'antagoniste. Donc on a cette bivalence qui est bien sûr très importante, et suivant les lignées de mammifères, suivant les taxons, et surtout, non pas tant les taxons d'un point de vue phylogénétique, mais suivant les spécialisations des régimes alimentaires, eh bien, nous allons avoir des développements morphologiques qui vont accentuer le côté tranchant ou accentuer le côté broyeur. Chez les carnivores, qui vont donc couper de la viande, trancher de la viande, eh bien, nous aurons une prédominance tranchante dans cette molaire tribosphénique, alors que chez les ruminants et herbivores, nous aurons une prédominance broyeuse, ce qui expliquera que nous avons effectivement, à partir du même type tribosphénique, eh bien, des possibilités de spécialisation qui vont finalement donner dans ces espèces des dents qui sont complètement différentes, comme nous le reverrons, à partir d'une même molaire ancestrale.
La molaire tribosphénique est conservée dans un certain nombre de taxons mammaliens actuels, et ceci est bien sûr très intéressant. On va la trouver chez certains marsupiaux, donc les marsupiaux les plus connus, c'est le type kangourou. Nous trouvons également cette morphologie chez un groupe qu'on appelle les eulipotifles, qui correspondent à l'ancien groupe des insectivores, c'est-à-dire par exemple musaraignes. Et ces insectivores ou eulipotifles sont considérés comme étant de morphologie très proche de ce que devaient être les mammifères primitifs, les ancêtres des mammifères. Donc on a là des animaux qui ont une morphologie très primitive, et il est finalement relativement logique qu'ils aient conservé la morphologie tribosphénique primitive. Nous allons également le trouver chez les chiroptères, qui sont proches des insectivores, mais qui sont des mammifères volants. Il y a environ 1000 espèces sur les 4500, c'est-à-dire que c'est un développement tout à fait spectaculaire, 1000 espèces sur 4500, et également chez les primates. Plus spécialement chez les primates primitifs prosimiens, qu'on appelle aussi strepsirrhiniens. Nous verrons cela, nous évoquerons cela dans le 5e cours. Ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, ce n'est pas tout à fait un hasard. Donc les marsupiaux, c'est un groupe très primitif de mammifères, c'est ce qu'on appelait autrefois les métatériens. Ensuite, les autres sont des mammifères vrais ou euthériens, mais tant les insectivores que les primates que les chiroptères sont considérés comme étant proches. D'ailleurs, un temps, un certain nombre de chiroptères étaient classés dans les primates, les mégachiroptères, donc proches. Et dans la définition des primates, dans la diagnose des primates, entre la notion que ce sont des mammifères à morphologie primitive, qui ont une spécialisation arboricole, donc qui vivent dans les arbres. Nous en reparlerons avec les différents taxons, mais c'est déjà important de le noter maintenant, c'est-à-dire que pour les primates, on va avoir quelque chose qui est finalement peu spécialisé par rapport à ce qu'on va trouver chez des ruminants. Voici ici une molaire mammalienne de type tribosphénique, ou non, donc de type, nous sommes maintenant dérivés de la molaire tribosphénique de base. Voici ici la région du trigonide, voici ici la région du talonide, et ce sont dans des sens décalés. Alors ces images qui sont très fines peuvent être obtenues de différentes façons, mais notamment maintenant en microscopie électronique à balayage, puisqu'il y a des dents qui sont extrêmement petites, les plus petits des mammifères faisant à peu près 5 cm, la taille des dents est en conséquence, et également avec du microscanner et des reconstructions tridimensionnelles. Voici ici un exemple de dents dérivés ou proches du type tribosphénique. Nous sommes là chez des marsupiaux. Donc ici c'est le genre Didelphis, et nous voyons ici au niveau de ces molaires, voilà, les 3 cuspides ici du trigonide, et ici le talonide avec 3 cuspides. Donc là on est vraiment très proche d'une molaire tribosphénique. C'est d'ailleurs parmi le plus beau modèle pour étudier vraiment directement ce qui se passe dans la tribosphénie primitive. Voilà ici un autre exemple avec, vous voyez, ces molaires ici de type tribosphénique, trigonide, et ici talonide qui est décalé vers le bas, dents multicuspidées. Donc ça, maintenant, pour les fossiles, on a l'avantage effectivement de pouvoir faire des microscanners, des reconstructions tridimensionnelles, donc d'étudier les éléments sans avoir à les détruire et de manière extrêmement fine. Voilà, ici toujours des exemples. Ces beaux exemples sont en général souvent chez les marsupiaux malgré tout, mais ce sera dérivé et très proche, on l'a dit, insectivores, chiroptères et les prosimiens parmi les primates. Voilà, ici donc les 3 cuspides mésiales qui sont particulièrement développées, et puis ici les 3 cuspides distales du talonide. Au point de vue encastrement, donc un encastrement qui va se faire avec une molaire supérieure, on l'a vu, qui est plus simple par rapport à la molaire inférieure. Et c'est ici un exemple chez une chauve-souris avec donc cet encastrement, une occlusion de type encastrant. Alors, le passage de la molaire tribosphénique à la molaire de type hominoïde, je l'évoque ici, nous en reparlerons, nous le reprendrons avec l'étude des primates. Ce qu'on appelle le type hominoïde, anciennement on disait le type dryopithecien, ceci parce que cela avait été décrit sur le primate fossile découvert au 19e siècle, le Dryopithecus, c'est un des
plus anciens fossiles de primates découverts ou d'hominoïdes, donc le Dryopithèque, sur la molaire inférieure. Alors, je vous rappelle, les hominoïdes, là aussi nous le reprendrons, c'est dans l'ordre des primates, ce sont gibbons, orang-outans, gorilles, chimpanzés avec 2 espèces actuelles, Pan troglodytes et Pan paniscus, et l'espèce humaine. Et bien sûr, nous y rajoutons les hominoïdes et hominidés fossiles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous partons d'une molaire donc de type tribosphénique et avec donc 6 cuspides que l'on trouve, on l'a dit, chez des formes ancestrales telles que les insectivores et que l'on retrouve chez les chiroptères. Et nous allons avoir ici une disparition du paraconide. Donc il n'y aura plus que 5 cuspides au lieu de 6. Et on va trouver un décalage qui va se faire du métaconide dans le sens mésial. Donc il n'y aura plus que protoconide, hypoconide, antoconide et métaconide. Et donc décalage du métaconide qui va s'aligner avec le protoconide vers l'avant dans le sens mésial. Et voici cette morphologie résultante. Donc le métaconide s'est décalé ici et nous avons les 5 cuspides donc, qui caractérisent ce type hominoïde. Avec souvent, on pourra le revoir, un aspect ici qui peut être de type relativement cruciforme. Il y a des variantes, nous en reparlerons. Donc, voici ce type de molaire inférieure hominoïde avec ses reliefs. Nous sommes là sur les cuspides. Voici ici, lorsque l'on place les différents sillons entre les cuspides, avec donc des formes qui peuvent être de type Y ou de type cruciforme. Nous en reparlerons. Et, bien entendu, nous avons ici étudié toutes ces dents sans usure, mais en pratique, il est rare que l'on trouve des individus jeunes avec des molaires intacts, et donc il faut imaginer que ceci va être abrasé et rend bien sûr les interprétations plus complexes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois connaître le type idéal de base que l'on trouve rarement, et puis imaginer ce qui se passe lorsque l'on a une abrasion. Quand l'abrasion vient sur la totalité de la hauteur de la couronne, il est évident qu'on n'a plus de relief de cuspide au point de vue interprétation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.